Merci beaucoup et merci à tous les internautes qui viennent de nous rejoindre sur la page Facebook Live du CRIF pour cette conversation avec Monsieur Pierre-François Weil. Dans le Deutéronome, chapitre 15, verset 19, on trouve ce message qui est destiné à l'ensemble de l'humanité. J'ai disposé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Merci à tous les internautes qui viennent il y a un écho ou quelque chose qui ne va pas peut-être au niveau du son, j'ai l'impression. Bien, alors en tout cas, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que ce soir, nous allons parler avec Pierre-François Weil de ceux qui ont choisi la vie, qui sont les justes parmi les nations. On va parler plus précisément ce soir des justes de France. Monsieur Pierre-François Weil, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat et vous êtes aussi président du comité français pour Yad Vashem. La première question qu'on voudrait vous poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'un juste parmi les nations? Qu'est-ce qu'un juste de France? Quelle est la définition? Bonsoir. Merci de m'accueillir, d'accueillir le comité français pour Yad Vashem, pour un de vos webinars. Qu'est-ce que c'est qu'un juste parmi les nations? Je pense que beaucoup de nos auditeurs le savent, mais revenons à la définition qui est celle qui a été choisie par Yad Vashem en 1963. Il faut se souvenir qu'en août 1953, Yad Vashem a été créé par l'État d'Israël en commémoration des martyrs, des victimes de la Shoah. Et puis, 10 ans plus tard, le mémorial de Yad Vashem a décidé de créer une distinction qui est la plus haute distinction civile de l'État d'Israël, qui est celle de juste parmi les nations. Et il s'agit d'honorer les personnes non juives qui, au péril de leur vie et sans aucune demande en contrepartie, ont contribué à aider et sauver des personnes juives persécutées par l'occupant nazi. C'est, vous l'avez dit au début de votre intervention, c'est un commandement qui nous vient du plus loin de notre histoire, de reconnaître et d'honorer ce qu'on appelait autrefois les gentils, les non-juifs, qui aident des juifs dans des circonstances tout à fait particulières et dans des circonstances dramatiques, et en l'espèce, dans les circonstances terribles de l'occupation nazie. C'est cela injuste parmi les nations, et ils sont honorés aujourd'hui à Yad Vashem. Il y a un peu plus de 27 500, il doit y avoir 27 000, si on regarde le nombre exact, 27 712 juifs justes parmi les nations honorés à Yad Vashem. Et parmi ces 27 712 justes parmi les nations, il y a 4 130 Français honorés depuis 1963 par Yad Vashem, 4 130 justes parmi les nations de France. Est-ce qu'il y a justement, Monsieur Pierre-François Weil, autour de ce chiffre des 4000 justes de France, une importance par rapport aux autres pays qui ont été sous occupation ou sous domination nazie? Est-ce à dire, y a-t-il eu plus de justes en France qu'il n'y en a eu dans d'autres pays occupés par les nazis et où les Juifs ont subi de très sévères persécutions également? Écoutez, d'abord, je crois qu'il faut considérer que s'il y a 4 130 personnes qui ont été honorées, ce sont les personnes qui ont pu être identifiées. Oui. Beaucoup d'autres
gens qui, si j'ose dire, justifieraient d'être reconnus justes parmi les nations pour l'aide qu'ils ont apportée à la population juive, tout simplement n'ont pas été identifiés, n'ont pas été déclarés, n'ont pas été reconnus. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne le seraient pas. Et par conséquent, rien que ce chiffre n'identifie que les gens qui ont été reconnus. Pendant très longtemps, après la guerre, excusez-moi, pendant très longtemps, après la guerre, tout le monde a regardé devant. On ne s'est pas préoccupé de ce qui s'était passé, et ni les victimes, ni les gens qui avaient participé à les sauver n'ont manifesté, ne se sont manifestés. Ensuite, on observe, mais c'est a posteriori, on observe que les premiers justes parmi les nations qui ont été déclarés et honorés à Yad Vashem, souvent étaient d'origine polonaise. Pour des raisons très simples, c'est que les survivants de la Shoah de Pologne, pour beaucoup, ont immigré en Israël. Et que c'est étant en Israël et connaissant l'existence de Yad Vashem qu'ils ont très tôt pris certaines initiatives pour honorer des justes parmi les nations. Au contraire, on voit sur les chiffres qu'en France, ça a démarré extrêmement tard. Et pourtant, les 3/4 de la communauté juive de France ont été sauvés. Et de très nombreux, beaucoup ont été sauvés par l'aide, l'assistance, l'intervention à un moment ou à un autre de leur histoire de non-juifs. Simplement, pendant très longtemps, personne même n'a pensé à les honorer. Eux-mêmes déclaraient et considéraient qu'ils n'avaient fait que leur devoir, et c'est ce qui est très significatif quand on parle avec eux. Ils vous disent pour la plupart d'entre eux, mais je n'ai fait que mon devoir d'être humain, d'humanité, de sauver ou d'aider simplement le pourchassé, la victime possible des nazis, pour la seule et unique raison qu'il est ou qu'elle est juive. Et par conséquent, ces gens n'ont pas été identifiés. Mais si les 3/4 de la population juive qui vivaient en France, à l'époque, on parle de 300 ou plus de 320 000 personnes, ont été sauvées, bien sûr, c'est parce qu'il y a eu de nombreuses personnes qui mériteraient aujourd'hui encore d'être nommées justes parmi les nations et qui ne le seront pas parce qu'ils sont restés inconnus. Et du reste, c'est en souvenir de cela qu'à Yad Vashem, il y a, au-delà des arbres qui sont plantés ou pour chacun des justes parmi les nations, et aujourd'hui des noms qui sont inscrits sur les murs, eh bien, il y a aussi un monument aux justes inconnus. Parce que Yad Vashem sait bien qu'il y a énormément de gens qui ne seront jamais identifiés comme ayant été ou comme ayant justifié de cette reconnaissance de Yad Vashem. C'est très intéressant ce que vous dites, et ça fait écho en moi au dictionnaire des justes de Lucien Lazare. Dans son introduction, justement, il évoque aussi cette question des justes qui sont restés anonymes, et il avance aussi, en plus de ce que vous avez fourni comme argument, l'hypothèse suivante, c'est-à-dire qu'il y aurait eu des justes qui n'auraient pas pu être identifiés parce que l'aide qu'ils auraient pu apporter à des juifs au moment opportun aurait été très circonscrite, très courte. Par exemple, l'aide pour un passage ou la fourniture de papier. Et c'est-à-dire qu'il y a une forme de traçabilité qui s'est perdue. L'acte a été commis, mais on n'a pas, de la part du survivant, la mémoire exacte de qui a aidé à sauver. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec cette hypothèse qui pourrait renforcer le fait qu'il y ait quand même beaucoup de justes qui sont restés anonymes parce qu'il y a une fulgurance dans l'acte?
mais d'abord, il y a parfois des fulgurances et puis il y a parfois des actes ou des comportements ou des gestes politiques très larges et très continus. Et puis parfois, les victimes ont disparu plus tard. Au contraire, les gens qui ont aidé ont également disparu, ont également été arrêtés, avaient le cas échéant des activités, par ailleurs des activités de résistance pour lesquelles ils ont été tués, ils ont disparu. Il y a dans tout ça, comme toujours, une dimension statistique et puis une dimension humaine de l'acte, effectivement, isolé à un moment donné, qui est presque impromptu. C'est ça. Et puis il y a aussi des actes très larges, encore une fois, politiques au sens noble du terme, et qui ont eu des répercussions considérables. Pierre-François Weil, aujourd'hui, on est le 16 juillet 2020. Bien sûr, on commémore aujourd'hui la première journée des 2 jours terribles qui se sont abattus sur les Juifs du département de la Seine, 16 et 17 juillet 1942, qui resteront dans la mémoire nationale comme une pierre noire dans notre histoire, la rafle du Veldiv. On va parler ensemble, si vous voulez bien, de l'été 42, des 16 et 17 juillet 1942, du 26 août 1942. Est-ce que vous pensez, comme un certain nombre d'historiens, que à ce moment de l'été 42, l'opinion publique va se sentir un peu plus touchée par les persécutions anti-juives? On peut penser aux lettres pastorales, à la lettre pastorale, par exemple, de Monseigneur Saliège, qui a été diffusée sous forme de tract. Monseigneur Saliège était infirme, un peu reclus, mais sa parole a porté au-delà, je pense, de ses espérances. Donc, si on part du principe que l'opinion publique a pu se mouvoir dans un sens positif pour avoir un peu plus d'empathie sur le sort des Juifs, est-ce que vous pensez que cet été 42 va avoir une incidence sur les actions de sauvetage? C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont se multiplier à partir de ce moment-là ou pas? Écoutez, quand on parle on parle de l'été 42 et qu'on évoque à la fois les journées du 16 et du 17 juillet en zone dite occupée à Paris, au Veldiv, et puis comme vous l'avez fait ensuite le 26 août 1942 et Monseigneur Saliège, vous donnez exactement l'aperçu de ce que j'évoquais précédemment. Le 16 et le 17 juillet 1942, tout le monde le sait, il y a eu la rafle du Veldiv et il y a 13 000 personnes, ou entre 12 et 15 000 personnes, entre 12 et 14 000 personnes qui sont enfermées dans le Veldiv dans des conditions épouvantables. Il y a au moins un héros, et il y en a plusieurs autres, mais il y a au moins un héros individuel. C'est simplement ce capitaine des pompiers qui sera honoré du titre de juste parmi les nations, qui va ordonner à ses hommes et faire ouvrir simplement, c'est tout simple, c'est rien, mais faire ouvrir les lances à eau pour arroser et pour donner de l'eau aux gens. C'est bien le capitaine Pierret. C'est un acte, je ne veux pas dire individuel et minime, c'est un acte considérable, mais en même temps, c'est une anecdote. Et puis, il y a au contraire ce que vous évoquez, la lettre pastorale que Monseigneur Saliège fera lire dans le sud-ouest. Et je pense qu'il faut toujours associer à la mémoire de Monseigneur Saliège celle de Monseigneur Théas, qui lui était évêque de Montauban. Et Gerlier peut-être aussi. Et qui, elles, sont des actes politiques considérables. Et oui, bien sûr, dans une France catholique, fille aînée de l'Église, dans une France dans laquelle beaucoup de gens allaient à la messe tous les dimanches, eh bien, cette lettre pastorale lue en chair et contre
évidemment contre la volonté des autorités politiques de l'époque, du gouvernement de Pétain, il est évident que ça va avoir une répercussion considérable. Au point que des rafles terribles qui ont lieu au mois d'août et début septembre en zone sud, en zone dite libre, sous l'autorité des autorités de l'État français, eh bien, sous la pression des remontées, on le sait par les travaux historiques qui ont été faits, sous la pression des remontées, des manifestations sinon de colère, en tout cas de désapprobation de la population française, remontées qui sont faites par, alors je ne sais pas si c'était les renseignements généraux, si ça s'appelait comme ça, ou si c'était un autre nom, mais les services d'information des sous-préfectures et des préfectures, eh bien, les autorités du gouvernement de l'État français vont faire pression sur les Allemands et les rafles vont s'interrompre. Et à partir d'octobre ou novembre 42, pendant un certain temps, il n'y a plus de rafles, ou moins de rafles, beaucoup moins, et beaucoup moins de convois. Et oui, bien sûr, ces actes-là ont une importance considérable. Et ça, ce sont des actes politiques. Et on les met, et eh bien, Monseigneur Saliège est juste parmi les nations, comme ce capitaine de pompiers qui a sauvé quelques individus ou aidé à un moment donné, porté secours, était aussi une étincelle, une lumière dans un ciel bien sombre pour les Juifs de France à cette époque. Il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit quand vous parlez du 16 juillet. Il y a un très grand avocat qui s'appelait Maurice Garçon, qui est entré à l'Académie française en 1947, mais qui déjà pendant la guerre est un avocat considérable. Et il était, je crois que c'est pas lui faire injure que de le dire, un Français antisémite comme beaucoup, comme on l'était, voilà. Culturellement. Naturellement, sans. Naturellement, oui, comme à cette époque. Le 17 juillet ou le 18 juillet, ce Maurice Garçon a tenu un journal toute sa vie, qu'on a retrouvé par hasard, mais qui a l'intérêt d'être un journal et non pas des mémoires, de telle sorte que ça n'a jamais été publié par lui, de telle sorte qu'il écrivait, et puis il passait à la page suivante, et puis c'était fini, et ça ne ressortait pas. Et donc, c'est bien son impression du jour. Mm-hmm. Et le 18 juillet, il se trouve qu'il est gare d'Austerlitz. Il prend son train, il part chez lui en Touraine, dans sa résidence secondaire. Et il se trouve qu'à un tout petit peu plus loin, dans la gare, il assiste à l'embarquement d'un convoi de gens qu'on amène du Veldiv et qu'on voit qui probablement va partir pour Pithiviers ou pour Beaune-la-Rolande, puisque les gens, enfin, on n'était jamais déporté de la gare d'Austerlitz. D'abord, on était déporté de Bobigny, tout le monde de la gare de Bobigny, de Drancy-Bobigny. Et donc, ça, ce sont les convois qui partent. Bon. Et il raconte, avec énormément d'émotion, le regard que portent les gens qui sont dans son compartiment avec lui et lui-même sur ces pauvres gens. Et ce sont il y a une page et demie. Et c'est écrit le jour même, ou le lendemain. C'est écrit le 17 ou le 18 juillet 1942, avec une émotion incroyablement intense. Son émotion et l'émotion des gens qui partagent son compartiment. Et en même temps, encore une fois, c'est un Français antisémite. Il y a d'autres pages épouvantables qui nous font dresser les cheveux sur la tête avec des expressions incroyables. Donc oui, ça a sûrement joué un rôle la population française a sûrement joué un rôle très important et les remontées qui ont été faites ont bloqué ou en tout cas
fait pression très fortement sur le gouvernement de l'État français. Néanmoins, les déportations vont continuer, puis elles vont s'accélérer au cours de l'année 43. Une autre question, monsieur Pierre-François Weil. Les Justes de France ont sauvé des hommes, ils ont sauvé des femmes, ils ont sauvé des enfants, ils ont sauvé des vieillards, ils ont aussi sauvé des valeurs. Peut-on penser que l'humanisme des Lumières, et ce qui va lui succéder immédiatement, hein, l'héritage républicain, a joué un rôle dans l'engagement de ceux qui deviendront des Justes? Je ne sais pas, parce que il y a aussi des aristocrates et sûrement des gens qui étaient royalistes parmi les Justes, parmi les nations. Je crois qu'il faut faire attention de ne pas considérer que les valeurs d'humanité ne peuvent pas être partagées par tout le monde. Je crois qu'elles peuvent être partagées par tout le monde. Quand on regarde quand on essaye de regarder la typologie des Justes parmi les nations, et encore une fois, je vous rappelle ce que nous avons évoqué plus tôt dans notre entretien. Nous n'avons que 4130 Justes parmi les nations, et je ne suis pas sûr qu'on puisse considérer que c'est, entre guillemets, représentatif. Ça l'est un peu, bien sûr, mais voilà. Nous avons les plus hautes autorités ecclésiastiques à une époque où je rappelle que le pape, lui, restait bien silencieux. En plus, dans une époque qui est antéconciliaire, c'est-à-dire que c'est encore un peu… Bien évidemment. C'est hyper moderne, là, pour le coup. Mais en plus, le pape qui lui-même donnera des instructions très précises à Rome pour qu'on accueille dans les congrégations les Juifs romains lorsqu'il y a une rafle qui est faite par les autorités italiennes et les autorités nazies. En revanche, le pape ne prendra jamais la parole. Le pape jamais n'utilisera sa puissance et sa parole pour dire les choses, de crainte de… Bon, bien, Pie XII était ce qu'il était, mais en revanche, il va protéger des gens. Au contraire, Monseigneur Saliège, on l'a vu, prend la parole et il agit. Bon. Mais il y a aussi évidemment, parmi les Justes, parmi les nations, des gens extrêmement simples, des gens engagés, des gens pas engagés, des gens engagés dans des mouvements de droite, des gens engagés au Parti communiste, des gens engagés dans la résistance, des gens qui au contraire ne s'engageront jamais. Il y a vraiment de tout, et c'est l'humanité, l'occasion, ou bien parfois des actions volontaires et des actions au contraire réfléchies, politiques, très engagées, qui vont conduire, mais c'est toujours l'humanité. Et l'humanité, elle peut être chez chacun d'entre nous. C'est le dénominateur commun? Il n'y a pas de prédisposition à être juste, mais il y a ce dénominateur commun, le souci d'humanité. Écoutez, moi, je ne sais pas dire, je n'étais pas en situation… je crois que oui, c'est le dénominateur commun, mais comment le dire, je ne sais pas. Je pense que j'ai envie de croire qu'à des moments différents, chacun peut retrouver une parcelle d'humanité. Il y a en même temps ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, et vous pouvez bien sûr m'arrêter si je me trompe, et je suis sûre que je me trompe, que par exemple, quand on travaillait dans une mairie, ou peut-être quand on était instituteur et qu'on avait des entrées dans la mairie, on avait peut-être plus de facilité à obtenir des documents, ou quand on avait une belle ferme avec une grange, on avait peut-être plus de facilité à recueillir les gens. Vous voyez, il y a cette question de volonté, il y a cette question de possibilité aussi, peut-être. Mais en fait, il n'y a pas de profil type, ça n'existe pas. Non, il y a toutes les hypothèses. Il y a la concierge à qui une mère arrêtée avec un bébé dans les bras confie à ce geste de confier ce bébé à cette concierge en lui disant « Tenez, c'est la fille que la voisine m'avait confiée, prenez-le. » Et puis voilà, bon, c'est ça. Cet enfant est sauvé. Il y a tous ces policiers, il y a une centaine de policiers et de gendarmes qui sont justes parmi les nations.
Mais il y en a évidemment beaucoup plus qui ont agi. Nous savons aujourd'hui que s'il y avait tant de femmes et d'enfants et de vieillards parmi les gens qui ont été victimes de la rafle du Veldiv, et pourquoi il y avait statistiquement peu d'hommes, c'est parce qu'en réalité, la veille, Et oui. beaucoup de policiers sont passés dans les immeubles, dans les quartiers, pour prévenir. Or, jusqu'à présent, on n'avait jamais raflé que les hommes. On ne raflait ni les femmes ni les enfants. Et par conséquent, les hommes sont partis confiants, se cacher, et on a raflé les femmes et les enfants. Voilà. Ceux qui restaient. Mais s'agissant, encore une fois, enfin, et pardon, je voque ce moment, cette circonstance dramatique, mais beaucoup des policiers qui étaient venus prévenir, eh bien, ils mériteraient d'être justes parmi les nations. Et peut-être qu'en même temps, le lendemain, ils faisaient partie des gens qui entre guillemets, arrêtaient. Donc tout ça est très compliqué, d'une lecture complexe. Mais ce qu'il faut retenir, en France, encore une fois, c'est que 3/4 de la communauté, même pas de la communauté juive de France, les juifs qui étaient en France, dont la moitié était en zone, encore une fois, dite libre, et la moitié était en zone occupée, en tout cas jusqu'au 9 novembre 1942, eh bien, les 3/4 de ces juifs n'ont pas été arrêtés et ont survécu. Et c'est une statistique qu'on ne trouve dans aucun autre pays occupé par les nazis, à l'exception du Danemark, mais le Danemark est dans une situation un petit peu particulière. Voilà. Tout à fait. J'avais encore de nombreuses questions à vous poser, mais je voudrais vraiment laisser du temps pour les auditeurs, donc je vais faire un tri. Dans mes questions, je vais quand même vous poser celle-ci. Je suis désolé si les réponses sont trop longues. Non, elles sont parfaites. Au contraire, c'est une vraie conversation et je prends beaucoup de plaisir à parler avec vous. Traditionnellement, lors de la cérémonie nationale commémorant la rafle du Veldiv et rendant hommage aux Justes, c'est important de le préciser, nous entendons le témoignage d'un descendant de Justes, la plupart des Justes étant décédés. Cette année, au regard des conditions sanitaires, la cérémonie est considérablement réduite et ça ne sera pas possible. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de cet héritage de descendants de Justes? Ma question, c'est celle-ci. Hérite-t-on d'une histoire glorieuse comme on hérite malgré soi d'une histoire douloureuse? Comment ça se concrétise chez les descendants de Justes? On n'est pas non plus chez les descendants de résistants ou de compagnons de la libération. J'ai vu l'autre fois lors d'une cérémonie quelques jeunes gens qui étaient les arrière-petits-fils de compagnons de la libération. Ils portaient ça vraiment avec beaucoup de puissance. Comment ça se passe? Comment on hérite de cette histoire? Qu'est-ce que c'est un descendant de Juste? Il est dépositaire? Je ne suis pas descendant de Juste et donc je ne sais pas bien vous répondre à cela. D'abord, je pense que pour la plupart de ces descendants de Juste, ils ne l'ont pas appris par leurs parents ou leurs grands-parents justes, devenus justes parmi les nations, parce que eux-mêmes ont considéré faire leur devoir et n'en ont pas parlé. Les gens n'ont pas parlé pendant très longtemps. On entend souvent les anciens déportés dire qu'ils n'ont pas parlé, expliquer pourquoi ils n'ont pas parlé, aussi bien parce qu'on voulait les entendre, mais aussi parce qu'eux-mêmes ne voulaient pas parler et qu'ils voulaient regarder devant. Bon, il y a beaucoup d'explications qui ont été données là-dessus. Les justes parmi les nations n'ont pas parlé. Et puis, ce sont les deuxième ou les troisième générations, souvent des victimes revenues, parce que ceux qui ne sont pas revenus, ben, il n'y a eu personne pour parler à leur place. Les deuxième ou les troisième générations des victimes revenues qui ont progressivement voulu connaître tout simplement pourquoi leur mère ou leur père avait un numéro sur le bras, pourquoi leurs grands-parents n'étaient pas revenus, pourquoi toutes ces familles avaient été décimées, mais il y avait quand même un ou deux survivants.
eh bien, ils ont parfois réussi, ils ont fait parler, ils ont réussi à faire parler ou ils ont parlé avec leurs parents. Et c'est comme ça qu'est émergé, que sont émergés les justes parmi les nations. Et, et pour les retrouver, souvent, on s'est adressé à leurs descendants et on leur a appris ça. On leur a fait D'accord. découvrir une histoire. Et une histoire dont ils étaient d'autant plus fiers que les héros ne s'en étaient jamais gargarisés. Et donc, il n'y a pas eu de culture d'anciens, entre guillemets, pardon pour eux, Voilà, d'anciens combattants. c'est de Et, ça dont je voulais parler, oui. et c'est venu en contrepoint de cela. Merci beaucoup, Pierre-François. J'avais d'autres questions, mais je vais laisser la parole à Marie-Sara qui va vous poser les questions que se sont posées les internautes qui ont regardé cette conversation. Marie-Sara, c'est à toi. Oui, merci beaucoup à tous les deux, Pierre-François Veil et Stéphanie Dassa, pour cet échange vraiment passionnant. Il y a beaucoup de questions sur le live Facebook. Alors, une première question d'un internaute qui demande: y a-t-il une histoire qui vous a particulièrement marqué? Une histoire de juste, j'imagine. Écoutez, toutes les histoires sont particulières et elles sont chacun extraordinairement émouvantes. J'ai presque envie de dire que celle qui m'a le plus marqué, c'est celle qui n'est pas encore écrite. Peut-être même celle qui ne sera jamais écrite. Parce que probablement, c'est une histoire dans laquelle il n'y a pas eu de survivants. Je crois que c'est celle-là la plus émouvante. Sinon, elles sont toutes très émouvantes. Elles sont toutes le fruit de la manifestation d'une humanité spontanée ou au contraire très très structurée, très organisée, très réfléchie, comme je le disais tout à l'heure. Mais pour le reste, franchement, je crois que l'histoire la plus émouvante, c'est celle que nous ne connaîtrons jamais, malheureusement. D'autres questions? Alors, bonsoir, merci Pierre-François. Une question qui revient, c'est de nos internautes, c'est comment fait-on pour faire reconnaître, si on a dans son histoire familiale une histoire de justes qui ont sauvé des gens, comment fait-on, peut-on encore aujourd'hui, en 2020, faire reconnaître des justes parmi les nations? Je rajouterai à cette question une autre question concernant ce qu'on appelle les villages des justes, si vous pouvez nous en dire un mot. Alors, si vous permettez, je vais commencer par la deuxième question, par répondre à la deuxième question et répondre ensuite à la première. Ça paraît plus logique. La médaille, enfin la reconnaissance et l'attribution de la distinction de juste parmi les nations est exclusivement réservée à des personnes physiques. Il n'y a pas et c'est parce que c'est dans le texte initial de la décision de Yad Vashem. On ne reconnaît comme juste parmi les nations que des personnes physiques, exclusivement. Contrairement aux décorations civiles ou militaires françaises qui peuvent être attribuées à des personnes physiques, mais aussi à des groupes, à des communes, à des villes, à des régiments, ce n'est pas le cas de la médaille du titre de juste parmi les nations qui est attribué exclusivement à des personnes physiques. Quand on parle de village de juste, c'est donc une extrapolation. Alors il est vrai qu'il y a ce ne sont pas des exceptions précisément, il y a deux villages qui sont honorés non pas du titre de juste parmi les nations, mais qui ont un diplôme spécial qui leur a été remis par Yad Vashem, attribué par Yad Vashem. Il y en a un qui est situé en Hollande,
qui a un nom hollandais, donc imprononçable, en tout cas je ne m'y aventurerai pas. Et puis il y a bien sûr le Chambon sur Lignon et le plateau en France, en Haute-Loire, dans lequel 3500 ou 4000 enfants ont été cachés, dont Serge Schlarsfeld notamment, parce que, à l'initiative du pasteur Trocmé, personnage extraordinaire, eh bien, l'ensemble des villages du plateau, le Chambon et l'ensemble des villages du plateau et des fermes ont caché des enfants. On a partout caché des enfants qui ensuite fuyaient, et c'est devenu un des passages des filières de fuite des enfants. Donc, il y a ces deux diplômes, mais encore une fois, ni le Chambon-sur-Lignon, ni cette ville en Hollande ne sont justes parmi les nations. Alors, comment devient-on juste parmi les nations? Eh bien, oui, bien sûr, on peut continuer de le devenir. C'est une initiative qui est traitée en France par le Comité français pour Yad Vashem. On s'adresse au Comité français. On peut aussi s'adresser directement à Jérusalem, mais c'est plus simple, en tout cas en France, de s'adresser au Comité français pour Yad Vashem. Nous aidons les personnes à constituer les dossiers. Les dossiers sont ensuite transmis par le Comité français au mémorial de Yad Vashem, où il est mis en forme, puis présenté à la commission qui est présidée par un membre de la Cour suprême d'Israël. Et puis la commission décide. Bien évidemment, la décision n'est pas motivée. Et si la commission l'a décidé, eh bien la personne est honorée. Si la personne est encore vivante aujourd'hui, les procédures sont accélérées, dans l'espoir de pouvoir, chaque fois que la question se pose, honorer une personne vivante. Mais nous, Comité français pour Yad Vashem, nous traitons une quarantaine de dossiers par an. Nous envoyons ces dossiers en Israël et nous organisons entre 20 et 30 cérémonies, 35 parfois. Alors, bien évidemment, malheureusement, pas cette année, 35 cérémonies de remise de décoration, c'est de la médaille, c'est toujours extraordinairement émouvant. C'est à Paris ou c'est en province, c'est là où réside la famille du récipiendaire, et les remises soit au récipiendaire, mais malheureusement c'est de plus en plus rare. Mais enfin, c'est encore survenu, ça survient une fois ou deux tous les ans. Sinon, à la famille, nous remettons cette médaille. Alors c'est de plus en plus difficile parce que les conditions sont évidemment très, très rigoureuses, qu'il faut des témoignages écrits des survivants ou des gens qui ont été directement témoins de l'acte qui a permis la survie de quelqu'un. Donc évidemment, par hypothèse, les témoins disparaissant, eh bien, il y aura de moins en moins de reconnaissance. C'est pour cela qu'Yad Vashem, encore une fois, a pris l'initiative de la reconnaissance d'un juste inconnu. Mais chaque année encore, nous recevons des dossiers, nous les traitons et nous les transmettons à Jérusalem pour que, autant que faire se peut, des justes parmi les nations soient identifiés et reconnus. On va prendre une dernière question, Marie-Sarah, avant de libérer Monsieur Pierre-François Weil et de conclure cette conversation. Oui, alors une dernière question. Aujourd'hui, comment parle-t-on des justes à l'école? Existe-t-il des formations spécifiques pour les enseignants? Écoutez, je vous remercie de me poser cette question. Je ne l'ai pas suscitée. Je suis content qu'elle soit posée par un internaute et que vous l'ayez retenue. Yad Vashem, le Comité français pour Yad Vashem a décidé depuis 3 ans ou 4 ans maintenant d'intensifier son activité
vers l'enseignement, vers la reconnaissance, vers la formation et l'enseignement. Et donc, depuis maintenant 3 ans, alors cette année, c'est un peu particulier, ça n'a pas pu se faire malheureusement, en tout cas en juillet. Nous espérons que ça se fera en octobre, mais nous n'en sommes pas encore certains, compte tenu des conséquences dramatiques du Covid. Nous emmenons à Yad Vashem pour un séminaire, quand je dis à Yad Vashem, je veux dire à Jérusalem, à l'Institut, à l'Université internationale du mémorial de Yad Vashem, entre 25 et 30 enseignants pour les former à compléter leur formation et leur connaissance sur la Shoah et aussi sur les justes parmi les nations. Ils viennent passer une semaine à l'université avec des séminaires matin et après-midi, des historiens, des sociologues, des psychologues, des gens qui viennent leur parler de cette histoire et aussi de l'histoire des justes parmi les nations, qui est essentielle d'abord à la survie ou à la survie d'une grande partie de la communauté juive d'Europe pendant, pas d'une petite partie, mais d'une grande partie à qui on doit la survie de beaucoup des gens qui ont survécu à la période 1941-1945, et puis qui, encore une fois, vous l'avez dit, non seulement ont sauvé des individus, ont sauvé des hommes, ont sauvé des femmes, des enfants et des vieillards, mais ont sauvé aussi l'humanité, ont été à un moment où l'Europe était plongée dans le noir et dans la terreur, eh bien, ont été une étincelle d'humanité pour les Juifs d'Europe. Et de cela, Yad Vashem veut rendre compte et veut toujours que ce soit dit et redit comme la reconnaissance, comme le témoignage de la reconnaissance du peuple juif à l'égard des justes parmi les nations. Merci beaucoup Pierre-François Weil. On a ouvert sur le Deutéronome, on va fermer sur le Talmud puisqu'il est inscrit sur la médaille que reçoit le juste ou son descendant. Quiconque sauve un homme sauve l'humanité. Je vous remercie infiniment pour cette conversation, de l'avoir tenue avec nous le 16 juillet, ce n'est pas rien. Une pensée très émue pour tous nos amis survivants de la Shoah qui ont disparu pendant cette période de pandémie. Et puis, bien sûr, une pensée aussi particulière pour eux qui ne pourront pas assister cette année in vivo à la cérémonie commémorant la rafle du Veldiv et rendant hommage aux Justes de France. Je vous remercie Pierre-François Weil, passez une bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée à tous. Merci à tous, à bientôt. Merci beaucoup à tous les deux pour cette conversation et pour la qualité de votre échange, et merci à vous tous les internautes de l'avoir suivi. Je vous rappelle que la cérémonie nationale en hommage à la rafle du Veldiv et aux Justes de France aura lieu dimanche à partir de 9h30 en partenariat avec le ministère des Armées. Afin de respecter les consignes sanitaires, la cérémonie se déroulera sans public. Vous pourrez bien entendu la suivre en direct. Toutes les informations seront disponibles sur la page Facebook du CRIF. Très bonne soirée à tous et à bientôt. Bientôt.